Cette émission vous est présentée par le groupe RD Immo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, on se retrouve en direct comme à notre habitude sur Radio Grand Lac 92.1 FM. À 17h maintenant, vous le savez, un jeudi sur deux en direct pour une émission tournée sur l'immobilier, mais pas que, la culture, l'histoire locale et un petit peu les sujets qui sont liés à ce grand domaine qu'est l'immobilier en général. Aujourd'hui, on vous a préparé une émission d'actualité, on va le dire comme ça, avec un invité que vous commencez peut-être à connaître et reconnaître, Mathieu Vacher, qui est un des développeurs les plus actifs dans la compagnie Imaprime, promoteur local savoyard. On te voit quand même un peu partout et on sent une dynamique et une envie en tout cas qui est toujours présente. Bonjour Mathieu. Bonjour Romain, bonjour Jean-Pierre, merci beaucoup pour l'invitation. Non, comme d'habitude, on a plaisir à te recevoir. Ce qu'on apprécie aussi, et on va sans doute le voir avec cette émission du jour, c'est une passion pour ce métier, une manière d'aborder les choses qui est humaine et assez complète, assez technique, sans trop de langue de bois. On va essayer quand même de parler de choses qui sont positives et d'autres peut-être un peu moins négatives. Donc on trouvait ça important de faire une émission un peu dédiée à la promotion, puisque on a eu une année 2022 qui s'est finie avec pas mal de croyances, un petit peu de tout qui s'est raconté. Donc on tenait à faire une petite rétrospective de cette année que tu vas nous faire sur un petit peu le bilan de cette année passée, qui était probablement une année un petit peu charnière. Et puis 2023, alors là on s'attend à tout. Challenge. Que de challenge, comment on va être mangé, à quelle sauce on va être mangé, qu'est-ce qui va un petit peu se passer sur cette année. Alors comme on l'a évoqué il y a une seconde, petit retour sur 2022, à titre peut-être à la fois personnel entre guillemets sur la structure Imaprime, mais peut-être des chiffres plus globaux et plus larges pour avoir une petite idée comment se comporte un petit peu le marché du neuf, de la construction sur notre territoire. Parfait. Ce que je te propose, c'est qu'on va regarder ça en zoomant. Donc, on va essayer de parler stats un petit peu de la région globale. Puis après, je finirai sur ce que j'ai ressenti moi en tant que Imaprime et les difficultés et les victoires qu'on a eues en 2022. 2022, année charnière, comme tu l'as dit, le contexte a été assez différent des autres années. On a vécu 5 belles années dans l'immobilier où tout le monde l'a vu, c'était il y avait une demande extraordinaire pour diverses raisons. C'était assez facile. Assez facile. C'est jamais facile, mais des années plutôt très bonne pour le rapport monde à de maintenant. 22, il est arrivé l'Ukraine. L'Ukraine, ça nous a impacté un petit peu, donc en mars 22, début de l'année 22. Alors ça nous a impacté dans l'immobilier, surtout pour le monde de la promotion, c'est surtout sur les coûts construction. Alors ça, c'est un petit peu les choses masquées du commun des mortels, mais nous, promoteurs, on a 2 risques quand on crée un projet, c'est vendre dans 2 ans et combien ça va nous coûter pour créer le bâtiment et combien on pourra le vendre dans 2 ans. Et ça, on se pose des questions 3 ans avant la livraison du bâtiment. Donc du coup, pour qu'on comprenne bien, ça veut dire qu'effectivement, quand tu t'abordes un sujet, un projet, tu te dis tiens, par exemple, mon poste maçonnerie aujourd'hui, il est temps, mais dans 2 ans, sur des années stables, t'as une visibilité, et sur des années comme aujourd'hui, exactement, ça devient plus compliqué. Si je synthétise un tout petit peu, moi, ce que je fais toute la journée, c'est qu'en fait, j'essaie de trouver des emplacements dans les grands centres-villes, donc en Chambéry, Grand Lac. Quand je trouve un emplacement, je crée un projet. Et en fait, pour donner la valorisation d'un bien, donc d'une maison, par rapport à un projet X, moi, j'ai 2 gros inconnus, c'est combien ça va me coûter, donc combien j'ai de charges et combien j'ai de chiffre d'affaires. Et la différence fait combien je peux acheter la maison. Sauf que ça, c'est hypothétique, parce que quand je fais une proposition aujourd'hui, mes projets vont sortir dans 2 ans. Donc tout ça, je dois l'anticiper. C'était assez facile d'anticiper ça parce qu'en fait, à chaque fois, on m'ajoutait 2% chaque année parce que c'était linéaire, c'était une évolution qui marchait. L'inflation classique. Aujourd'hui, on est dans un ralentissement, mais on va où? Comment? Quelle puissance le ralentissement? Comment va réagir le marché demain? Donc, c'est beaucoup plus dur de se positionner. Et ça a été déclenché, en tout cas pour le côté coût construction, sur la guerre en Ukraine, où on a eu des coûts construction qui ont eu plus 20% sur l'acier, sur toutes les matières premières. Même le sac de ciment, quand on voit que ça coûtait, j'ai pas le coût en tête à fond, mais je vais dire une bêtise, de 2 € et que maintenant il est à 4,50 €. Bon, c'est ça. Je donne la référence aujourd'hui, le même bâtiment, un bâtiment de 20 logements à Chambéry, on construisait l'année dernière 20% moins cher qu'aujourd'hui. C'est juste ça. Et ça, c'est pas une question de les prix.
c'est le contexte économique qui fait qu'aujourd'hui, le bâtiment le même de chez même, il y a un an, coûtait 20% moins cher. Donc déjà, ça faut l'anticiper. Après, ça reste le risque du promoteur, c'est sa compétence première, c'est de juger et de trouver des solutions pour arriver jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que un promoteur, c'est pas simplement quelqu'un qui fait du logement, c'est quelqu'un qui fait vivre tout un écosystème autour de lui, qui est en lien avec nos partenaires du BTP, qui doit se soucier de ça, de comprendre leurs problématiques pour qu'à la fin, on arrive à créer un bâtiment. Et puis en plus, alors je sais pas justement, mais ta réponse pourra nous intéresser. On a cette crise en Ukraine et on a aussi une problématique qu'on commence tous à toucher du doigt, c'est tout ce qui touche l'énergie. Donc est-ce que ça aussi, c'est-à-dire que c'est des couches de difficultés qui se rajoutent. Un coût de construction qui explose, l'énergie qui se raréfie, qui explose, les conditions administratives qui se durcissent également. Etc. Ça fait beaucoup en 1 an, 2 ans. C'est pour ça qu'on parle d'année charnière, parce que c'est pas une phrase toute faite en disant c'est pas une sorte de faire le bust 2022-2023, c'est charnière. Non, il y a vraiment quand même plusieurs problématiques qui s'entremêlent et qui doivent un peu vous secouer, pas comme nous également, mais du moins vous impacter de plein fouet, quoi. Oui, je vais pas te cacher qu'aujourd'hui l'équilibre d'un projet est difficile à trouver. C'est pour ça que vous auditeurs essayez de trouver des gens très compétents et qui ont beaucoup de réflexion derrière, parce qu'aujourd'hui l'équilibre il est très dur et je suis totalement d'accord avec toi. On a le problème de trouver du foncier qui est de plus en plus rare. Alors, on a la chance de vivre dans une région extraordinaire, qui est un bassin d'emploi extraordinaire. On a un des taux de chômage les moins élevés de France. Alors après, je pense Paris. Donc du coup, on a beaucoup de monde qui arrive. Moi, j'ai les stats, alors plus sur la Haute-Savoie, mais c'est 10 000 personnes qui arrivent en Haute-Savoie par an. Donc, il faut les loger. Donc, le foncier, du coup, vu qu'on a une grosse demande, il est très cher. Donc, on a un envolé des fonciers. Donc, nous, ça, c'est notre premier problème. Donc, ça, c'est un équilibre à trouver. Après, une fois qu'on a trouvé le foncier, qu'on a réussi à l'avoir pour nous, il faut qu'on maîtrise les coûts de construction. Deuxième problème. Troisième problème, faut qu'on fasse comprendre aux élus que ce projet-là, il est bon. Il faut qu'on fasse du logement, on crée du logement social, du logement abordable. Deuxième problème, parce que ça t'a pas échappé que, et je peux te le dire, il y a eu un ralentissement des délivrances de permis en 2022 énorme. On a perdu sur la France plus de 20% de moins de permis accordés que depuis l'année dernière. Donc, et quatrième problème, c'est le vendre après derrière à des prix corrects. Et en fait, nous, promoteurs, avec les clients finaux qui achètent nos appartements, on est le dernier rouage de toute cette mécanique avant. Et à chaque département, à chaque avancée, il y a toujours un problème. Donc, la construction, c'est le prix, l'administratif, c'est les délivrances, c'est les recours des tiers. On a énormément de recours qui font décaler. Et donc, à la fin, c'est le promoteur, c'est notre vrai risque, c'est d'arriver jusqu'au bout et de vendre des appartements. C'est d'autant plus difficile aujourd'hui, ça a été un tout petit peu moins l'année dernière et les différentes années. Par contre, il y a plein de pistes, on a plein d'arguments, on a plein de nouvelles technologies, on a plein de choses qui font qu'on y arrivera toujours et qu'on construira toujours. Mais c'est un petit peu sport en ce moment à arriver à sortir des projets qualitatifs. Alors, on a plein d'idées, on fait beaucoup de R&D dans notre domaine pour essayer de trouver des solutions de demain. On peut en parler tout de suite, comme ça on échange là-dessus. Aujourd'hui, nous on faisait du bâtiment classique, on démolissait une maison et puis on montait un immeuble. Demain, on va surélever les bâtiments en plein centre-ville. Je pense que ça, c'est une sacrée bonne idée parce que du coup, on densifie là où c'est déjà densifié. C'est ce que nous demande l'État, densifier les centres-villes pour éviter de gaspiller de la terre naturelle. On en parlait aussi. Ça, c'est un sujet moi qui m'intéresse depuis des années. J'ai toujours, je pense que c'est même depuis l'enfance. On peut se dire, tiens, on a tous vu des films, sans parler de New York ou vraiment c'est vraiment des extrêmes. Mais en France, on a toujours un peu boudé la verticalité. On a toujours apprécié le côté à taille humaine, 3, 4, 5, 6 étages. Alors, il y a des bâtiments qui montent plus que ça, mais finalement, très peu. Et c'est vrai que notre paysage, on peut un petit peu le définir comme ça. On n'a pas été... alors ça a été boudé, et même au niveau administratif, c'est vrai que les politiques n'ont jamais souhaité ça. Alors, on peut le comprendre et pas le comprendre, c'est un peu du cas par cas. On en parle souvent, on se dit, tiens, cet endroit-là, ça ne gênera strictement personne. Au lieu, effectivement, d'avoir une implantation beaucoup plus horizontale et de manger de l'espace vert, ces deux bâtiments-là, j'en ferais qu'un, tout le monde serait finalement gagnant, parce que le coût de construction, j'imagine plus ça monte, plus il y a une économie. Alors, je sais pas, je dis des bêtises, mais peut-être que 7 étages, ça a un prix, et de faire 2 bâtiments de 7 étages, tiens, tu te dis que d'en faire un de 15, peut-être qu'il y aurait 20 ou 30% de prix en moins, qui au final, c'est le client final qui en bénéficiera un petit peu aussi. Et pourquoi cet attachement? Est-ce que toi, justement, avec toutes les discussions que tu peux avoir avec des élus, est-ce qu'il y en a, est-ce que tu sens que d'une part, ils sont tributaires de ça? De toute façon, on leur a dit que c'était comme ça, ils cherchent pas plus loin.
Est-ce qu'il y en a qui se battent en disant attendez, c'est con, à un moment donné, on a des endroits, et à contrario, des endroits où on va vous dire bah non, là vous voyez, ça va embêter tous vos voisins, ça va pas du tout s'inscrire dans le paysage, donc c'est difficile de finalement trouver une règle qui s'appliquerait dans toute situation. C'est peut-être ça aussi la difficulté, de dire bah là oui et là non. Et ça, c'est compliqué, j'imagine. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que quand on dit époque charnière, enfin année charnière, c'est aussi sur le modèle qu'on connaît depuis des années. Je pense que ce modèle doit évoluer, on n'a plus le choix. Du fait aussi de l'écologie et de la planète, de sa santé, aujourd'hui on doit densifier. On doit densifier des parties, ce qui n'était pas le cas pendant 40 ans. Et en fait, ce qui fait peur dans l'ancien modèle, enfin notre modèle actuel, c'est ces hauteurs. Ça fait peur à tout le monde parce qu'on a dans la tête, dans notre mémoire, les années 70 où ils faisaient des bâtiments R+17, durs, béton. Aujourd'hui, on a grandement évolué. Moi, je pourrais te montrer des bâtiments de R+17 qui sont juste magnifiques. T'as envie d'habiter dedans parce que c'est des bijoux, c'est de l'art. Je pense qu'on a, j'allais dire tous, peut-être pas tous, bien sûr, eu la chance de voyager un peu à droite à gauche, mais quand on voyage, très souvent, on tombe dans des pays où des bâtiments un peu élevés, il y en a plein. C'est ça. Et il y a tout. Il y a des choses horribles, mais il y a des choses qui sont Après, qui donnent envie. L'architecture, c'est subjectif, hein. On n'aime pas, mais par contre, on a un devoir aujourd'hui de densifier. C'est autre chose. Alors, je me tire une balle dans le pied parce que moi, je suis à Chambéry, mes locaux, certains le savent, je suis installé au centenaire. Tout à fait. Bon, c'est pas forcément la plus belle réussite de Chambéry. Non, c'est pas la plus belle réussite de Chambéry, mais on a souvent des appartements à vendre dans la résidence, et par contre, on a une vue incroyable à partir du 9-10e étage, c'est splendide. C'est vrai que tu te dis quand même que dans ce bâtiment, au final, t'imagines combien de bâtiments il faudrait pour avoir le nombre de logements qui sont présents là-dedans. Alors, le centenaire, sans faire une physique dessus, c'est vrai que c'est un bâtiment qui commence à être ancien. Là, on est en train, ça commence à me piquer à mon portefeuille. Moi, je suis propriétaire là-bas. On voit les devis passer. C'est vrai que c'est pas non plus anodin les coûts de rénovation sur des immeubles comme ça, d'isolation, de façade, etc. Sur les contraintes de rénovation, c'est sûr que pour monter au 20e, c'est un peu plus compliqué, mais quelque part, mes factures d'énergie sont, pour le coup, très importantes là-bas. C'est un peu une passoire, le truc. Donc, je suis pas contre me dire, tiens, ok, ça va peut-être me coûter 5 ou 6 000 euros, mais sur 10 ans, je vais largement les récupérer, je vais voir la différence. Parenthèse dite, on sait le faire, ça veut dire aussi, parce que finalement, cet immeuble, il est là. Donc, on sait le faire. Moi, ce que je voulais revenir à ta question. Et il gêne pas, j'ai l'impression, du moins. Alors, je connais pas non plus, je n'ai pas visité tous les. Tout le monde, t'es chambérien, tout le monde le connaît. Il gêne pas, non, je pense pas qu'il gêne. Je pense pas qu'il gêne. Non, ça fait une entrée de ville structurante avec un immeuble urbanistiquement parlant, c'est pas déconnant. Voilà, alors d'en avoir 150, je pense que tout le monde est d'accord que non, mais d'en avoir peut-être une dizaine à des endroits pensés, réfléchis, là, ça aurait du sens. C'est ça. Donc, pour revenir à ce que tu me demandais sur les hauteurs, donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le modèle doit changer avec des contraintes écologiques, donc on doit densifier, mais pas partout. C'est là où je te rejoins, on peut pas avoir un document qui régit globalement, ici, faut construire dense. Et ce qu'il faut, c'est densifier là où c'est déjà un centre urbain dense, donc les centres-villes. Il faut que les élus sur ça travaillent longuement pour créer des règles pour pouvoir surélever ce qu'on disait tout à l'heure des bâtiments, les réhabiliter. On va avoir un problème aujourd'hui, le plus gros problème de la réhabilitation, de la surélévation, c'est les stationnements, parce que le PLU n'a pas encore intégré, le plan local de l'urbanisme n'a pas encore intégré ces nouveaux modèles de réhabilitation et de surélévation. Donc là, je pense que les élus doivent travailler sur ça. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on verra plus des bâtiments en première périphérie de Chambéry à côté d'un lotissement. Ça, c'est vrai que ça a plus rien à faire ici. On est tout à fait d'accord. Ça a été les 10 dernières années, on a pu faire ça, mais si les règlements le permettaient, on avait besoin de loger. Aujourd'hui, on va laisser les zones pavillonnaires tranquilles et maintenant, il faut densifier le centre. Par contre, il faut que les élus nous suivent, créent des règles pour pouvoir qu'on réalise ça. Et on a plein de nouvelles technologies qui nous permettront de faire ça. Et juste pour qu'on soit clair, qu'on ait cette image quand on parle de surélévation, c'est un bâtiment, peu importe le nombre d'étages, 4 étages, avec une toit, terrasse, ou à la limite pas forcément, ça sera peut-être un peu plus facile pour la base, et on va se dire, tiens, ce bâtiment, encore une fois, qui ne gênerait pas forcément grand monde, on peut lui rajouter 1, 2, 3 niveaux. Donc finalement, on ne redensifie pas de l'espace au sol qui serait pas utilisé, on utilise ce qui est déjà utilisé. Ça fait des années qu'il y a plein de petits projets privés, enfin, voilà, c'est pas nouveau complètement. Si je dis pas de bêtises, une des premières fois que j'avais entendu ça, c'était à Londres. Tellement ils étaient embêtés pour aller reposer un autre bâtiment, tellement c'était dense, que les Anglais faisaient des petites maisons sur les toits. Très à la mode, très en vogue. Ah, tu m'étonnes. C'était en plein milieu de quartier très chic, et t'as ta petite maison sur les toits, une super terrasse, forcément, ça laisse un petit peu rêveur.
Et effectivement, pourquoi nous, on aurait un petit peu de mal, c'est cette histoire de stationnement. Alors, pour que nos auditeurs nous comprennent, c'est quand vous créez un logement, on a une nécessité de fournir, selon les communes, mais généralement, c'est à peu près toujours pareil, c'est entre 50 et 70 mètres carrés, une place par appartement. Donc, si vous créez 50 appartements, à minimum, on va vous demander 50 places. Plus les places visiteurs, on va vous demander 50% de places couvertes, etc. C'est ça. Et c'est vrai que nous, alors, sur le principe, on se dit oui, c'est normal. Là aussi, c'est normal, virgule. On en parlait il y a peu de temps, la mairie de Paris supprime la moitié des places publiques. Ça envoie un message quand même. Paris, ça reste la capitale de la France, il y a 130 000 places de parking sur Paris, et ils nous en suppriment 60 000. On est en train de te dire, mon gars, la voiture, tu la prends plus. Et à côté de ça, on t'exige 1 à 2 places pour un logement. À un moment donné, il faut choisir, non ? C'est ça. C'est tout le paradoxe d'aujourd'hui, c'est comme le modèle est en train de changer, on n'a pas encore, les élus n'ont pas encore modifié les règles pour pouvoir arriver à des choses qui fonctionnent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je reviens à ce qu'on disait, l'année 2022 a été plutôt bonne commercialement parlant, tout va bien. Et l'année 23, on a ces complications-là. On est vraiment dans le dur où on échange beaucoup avec les politiques, les élus de toutes les régions pour faire comprendre que nous, ça y est, on commence à l'équilibre, il commence à être compliqué à trouver. Moins on fait de logement, plus les prix montent. Donc les élus sont pas d'accord parce que tout le monde hurle parce que ça coûte trop cher d'habiter dans la commune. Mais on les fait réfléchir. Donc ça, c'est un modèle pour moi. Clairement, 22, 23, je le redis, c'est charnière. C'est tout un modèle qui doit changer. Alors, en deuxième partie, on essaiera d'approfondir un petit peu ces questions. Est-ce que juste avant la coupure pub, tu aurais éventuellement 1 ou 2 stats à nous donner sur justement pour qu'on se rende compte un petit peu de du nombre de logements qui a été créé, livré, un petit peu dans le coin. Sur l'année 22, donc là je parle sur l'année 22 sur du logement neuf, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux et puis c'est comme ça qu'on a les stats. Sur Grand Chambéry, dans l'année 22, il y a eu 508 logements vendus neufs. Donc c'est Grand Chambéry. Alors vendu, ça veut pas, juste pour qu'on comprenne la distinction, c'est pas forcément livré, c'est vendu. Ouais, acté au notaire, vendu. Mais voilà, après, ça veut dire qu'il y en a peut-être 300 qui ont été livrés et certains qui sont pas encore faits. Mais 500 ventes actées. Grand Chambéry 2022. À un prix moyen de 4 200 € TTC. Alors ça comprend les garages aussi compris. C'est plutôt encore ce qui est. Alors moi, je suis chambérien depuis moult années. Oublie pas que Chambéry, il y a 10 ans, c'était 3005. Ça a quand même, en 10 ans, évolué très fortement. Et oublie pas que Chambéry, il y a 10 ans, c'était 250 logements neufs par an. Là, on arrive à tabasser, à prendre 500, et l'année dernière, on était à plus de 600. Logements neufs par an. Donc on a quand même en vrai, Grand Chambéry qui a été ultra dynamique en disant je prône ma ville de Grand Chambéry. Tu me vois sourire parce qu'effectivement, passer de 3500 à 4002, alors que sur Aix, en 10 ans, on a dû passer de 2000 à 6000, bon. Et pour te dire, à comparaison avec Aix-les-Bains, par contre, Aix-les-Bains, là, le bas blesse un petit peu, c'est qu'on a un nombre de logements neufs qui est vraiment faible par rapport au bassin. On est à 270 logements neufs vendus en 2022, sur un prix moyen de 4 960, sachant que Aix-les-Bains fait quasi la totalité des logements neufs avec 214, donc il fait 90% des logements neufs avec un prix de 5 200 €. Donc oui, à comparer d'Aix-les-Bains, on est petit. En plus, effectivement, Aix-les-Bains, on pense aux communes de Tresserre ou Puny-Châtenot, où là, les municipalités sont pas trop chaudes du collectif, donc c'est pas demain qu'il y aura beaucoup d'immeubles là-bas de toute façon. On voit bien quand même que du coup, le manque de logements neufs créés fait exploser les prix de vente dans les régions. Donc c'est ce que je dis aussi aux élus, pour maintenir un prix de vente, on va dire, correct, il faut faire du logement. Écoutez, une première partie bien dynamique, on a hâte d'entendre la seconde. Restez sur les antennes de Radio Grand Lac 92.1, on revient dans 2 minutes. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. On se retrouve pour cette deuxième partie des Murmures du Lac, toujours en direct sur le 92.1 FM, Radio Grand Lac bien sûr, toujours avec Mathieu, qui est toujours aussi investi. Non mais une bonne première partie, j'ai bien aimé. J'espère que nos auditeurs apprécient effectivement le contenu qu'on leur propose. Alors on enchaîne tout de suite un petit peu dans la même lignée de cette première partie. Finalement, en conclusion de cette rétrospective 2022, une année pas ultra compliquée, mais on sent que la tension s'est un petit peu installée, que les difficultés ont commencé à émerger, le coût de travaux, etc., etc. Aujourd'hui, quel serait, c'est un petit peu, on va essayer de répondre un petit peu à cette large question. On a commencé à donner des brides de réponse. Alors,
même si toi et moi, dans nos métiers, on le sait, c'est toujours compliqué de mêler de la politique à nos interventions parce que c'est pas nos métiers, hein, nous on n'est pas vraiment, c'est pas nos affaires entre guillemets, mais force est de constater qu'à un moment donné, des grandes règles vont forcément se frotter à de grandes décisions, et dans ce pays, les grandes décisions viennent par la politique. On commençait un petit peu à le dire. C'est vrai que si les élus disaient bah oui, on restons sur l'exemple de construire sur les toits des immeubles, s'ils disaient bah dans ce cadre-là, d'une certaine manière, effectivement, ça paraît logique qu'on peut assouplir l'histoire des places de stationnement, ça viendra pas de nous, quoi. Ça viendra forcément de décisions un petit peu politiques. Alors, comment les prendre? Dans quel cadre ils doivent j'aimerais pas être à leur place après, hein. Oui, je dis pas que c'est facile. Très compliqué. Parce qu'il faut peut-être gagner aussi l'opinion publique, convaincre les habitants tout simplement en disant vous avez déjà, parce que forcément nous en tant qu'utilisateurs, là on va reprendre nos voitures, etc. On va se dire ouais bon ils sont bien sympas eux, mais déjà que ça bouchonne, je mets 3 heures à rentrer chez moi, ils veulent encore densifier. Bah, quelque part, quelqu'un qui habite en ville, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut un peu de logique. Si le mec il habite en ville et qu'il bosse à Annecy, en habitant Chambéry, à un moment donné, mon gars, est-ce que c'est l'initiateur d'un projet immobilier qui est le coupable, entre guillemets, ou toi, consommateur, qui consomme bizarrement, finalement, ton quotidien? Et ça, on peut le transposer à tout, quoi. Tous les thèmes. Bon, je te laisse avec ça maintenant. Super, merci. Quelle belle question. Non, je disais aussi, on disait que le modèle allait changer, mais aussi nous, nos réflexions évoluent beaucoup. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on aime bien faire, et c'est notre force, alors là, je parle pour ma casquette IMAPRIME, hein, pas que sur tous les autres promoteurs, on fait des projets, des co-constructions avec les élus. C'est-à-dire que il y a un règlement du PLU aujourd'hui qui existe. On connaît tous les promoteurs connaissent les avantages et les contraintes de ce réglementaire, et avec notre avantage de connaître très très bien le terrain, parce que notre entreprise est là depuis 16 ans, siège est à Chambéry au Polygone, et tous nos collaborateurs sont de Chambé, puis on rayonne sur la Savoie et la Haute-Savoie et l'Isère. On connaît bien le territoire. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on fait, on va voir les élus et on leur propose des choses. C'est ici, voilà, on a découvert que ce bâtiment ou cette vieille maison ou ces bureaux pourraient devenir, et on leur montre des choses. On a réfléchi et on essaie de co-construire le projet, et comme ça, eux changent les règles et adaptent les règles. Et je pense que ça, c'est le futur de la construction chez nous. En tout cas, c'est du très local, c'est connaître tous les acteurs, les réunir autour d'une table, proposer des choses et co-construire le projet. Alors, ça met un petit peu plus de temps, parce que ça fait bouger un monde, mais je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver, et je pense que c'est le nouvel modèle de réflexion. C'est ce que nous, on apprécie particulièrement faire, parce que c'est là, du coup, on peut s'exprimer, où notre différence va être là, parce qu'on va proposer des solutions qui peuvent être innovatrices, et on fait la différence avec toute cette concurrence. Il y a beaucoup de concurrence, tu le sais toi aussi, dans notre métier d'immobilier, dans notre région. Donc je pense que ça, c'est ce qu'il faut prendre maintenant comme modèle, c'est cette co-construction. Et puis les élus, comme tu disais, j'aimerais pas être à leur place. Ils doivent prendre des décisions toutes les 5 minutes sur des thèmes très très larges. Ils ont aussi des visions que nous on n'a pas. Mais par contre, faut leur apporter notre vision, nos avantages et nos contraintes pour qu'ils décident bien. Et ça, c'est nous, on est promoteurs, on construit les logements. C'est quand même notre devoir en tant qu'acteur de la région de tout faire pour que notre bassin de vie soit des plus profitables à tout le monde. Et je pense que voilà, c'est la force que nous, petits promoteurs, quand je dis petits mais locaux, on peut réunir ces gens-là plus facilement, et on peut trouver plus facilement les réponses, et surtout en faisant ce système-là, et bah du coup on arrive peut-être à acheter mieux que les autres, parce que du coup on va créer un projet qui va être d'autant plus inséré dans son environnement avec l'aval des élus. Donc du coup on pourra être beaucoup plus agressif sur le prix d'achat des maisons. C'est ça un peu le nerf de la guerre aujourd'hui. Et puis on parle de logement, mais je pense que vous faites aussi des bureaux, de ce genre de choses. Et là aussi, on voit que les demandes sont plus les mêmes. C'est également intéressant d'écouter la demande. Nous, par exemple, on est, je pense toi aussi, sollicité de plus en plus par des métiers qui veulent travailler un petit peu main dans la main. Aujourd'hui, tous les libéraux, alors que ce soit les médecins, les kinés, tout ça, c'est fini le modèle où ils exercent dans un appart, d'un immeuble lambda. Ils en ont marre, quoi. Ils veulent une secrétaire commune, ils veulent un bâtiment plus fonctionnel, plus moderne, mutualiser également un petit peu ses coûts, et on est de plus en plus sollicité par cela. Les premières questions qu'ils nous posent, alors pour le coup, eux, ils ont besoin de stationnement, par exemple, parce qu'on va forcément
ils accueillent quand même pas mal de monde, mais on voit que c'était pas le modèle d'il y a 30 ans ou 40 ans. Et aujourd'hui, peut-être que, alors les élus peuvent être également, ces gens-là peuvent rapporter aux élus également leurs besoins. Et je pense qu'effectivement, si ça vient un petit peu de partout, finalement, en tant qu'élu, on peut se dire, je veux le bien de ma commune et je veux aussi solutionner la chose d'une manière un petit peu logique. C'est peut-être mieux de concentrer toutes les activités on fait bien des zones commerciales, des zones industrielles. Donc finalement, ça part d'un bon sens. On va pas mettre le Décathlon et le boulanger en plein milieu de Chambéry. Ça aurait pas de sens. On a créé Champ Nord, par exemple, ce qui paraît complètement logique, quoi. Aujourd'hui, ça nous paraît logique. Peut-être qu'il y a 50 ans, ça l'était pas. Est-ce que aussi dans les bâtiments, vous y pensez de plus en plus à intégrer justement les commerces? Est-ce que c'est les projets que vous développez en ce moment? Clairement, c'est ce qui fait aussi la différence aujourd'hui. Dans les échanges avec les élus, c'est sûr qu'ils ont plein de problématiques, dont les médecins. Tu es bien au courant que très compliqué. Ce qu'on appelle les maisons médicales, c'est le rêve de tout élu de commune, parce qu'ils rassemblent toutes les services pour les concitoyens. Typiquement aujourd'hui, un projet que j'ai en développement, en instruction aujourd'hui, dans une commune de Grand Chambéry où on fait une 60aine de logements et au rez-de-chaussée on met un pôle santé, ce qu'ils appellent, donc c'est à peu près 600 mètres carrés de surface en rez-de-chaussée, où il y a à peu près 12 box avec une secrétaire, et en fait il y a tous les libéraux du coin qui vont être dedans, ils sont réunis, ils ont une 30aine de places de stationnement devant, et du coup c'est en plein centre-ville, c'est proche des axes de bus pour les personnes âgées qui peuvent pas... Enfin voilà, c'est le nouveau, c'est le modèle, quoi, voilà. C'est pensé, c'est le modèle de demain. Et c'est clairement ce projet-là qu'on a fait. On l'a clairement fait en co-création avec la commune. Ils ont dit ces contraintes, on a mis aux nôtres et on a créé ça. Et c'est vraiment une genèse par rapport à toutes les contraintes de la ville et ce nouveau modèle où aussi, on va remettre du service, on va essayer de mutualiser du service pour économiser de l'espace, pour densifier. Là, on a densifié. On a mis 4 étages au-dessus du pôle santé, donc on fait des logements classiques avec du social et du logement abordable. Et en plus du service pour le santé. Donc, je pense que c'est vraiment, aujourd'hui, ce genre de projet, c'est ce qu'on va faire et c'est l'avenir du monde de la promotion immobilière. Et c'est ce que moi, j'essaie de faire comprendre aussi aux propriétaires qui vendent à des promoteurs. Faut faire attention, le modèle, comme je disais, a changé. C'est plus vrai où on arrive, on dit, on peut faire 50 logements et on peut vous acheter cette maison. Ouais, ça a été vrai. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, c'est il y a un réglementaire, mais je pense que je vais quand même aller voir les élus et on va essayer de trouver. Et donc, faites-moi confiance, laissez-moi travailler. Par contre, moi, quand je vais venir vous voir, je vais vous dire, en fait, c'est pas ce qui est écrit dans les lignes. En fait, ce que veut le maire, c'est ça. Donc, du coup, c'est ça le prix de la maison. Des fois, moi, j'ai vécu longtemps à Chambéry une concurrence compliquée qui mettait un prix pour mettre un prix. Ça a marché. Je suis d'accord, ça a marché. Je pense que moi, je suis ravi parce que ça marchera moins bien parce que du coup, ils auront pas forcément le permis qui va suivre, donc ils pourront pas forcément acheter. Je pense qu'aujourd'hui, le modèle a changé, donc il faut plutôt comprendre ce que veut la mairie, proposer le projet et après aller voir le propriétaire en disant, en fait, là, la proposition que je vous fais, c'est quasi sûr d'aller jusqu'au bout parce que tout est validé par le maire. Alors, moi, à notre échelle d'agent immobilier, effectivement, on touche du doigt ça et je trouve que d'une manière générale, force est de constater que l'éducation immobilière s'est améliorée. Je pense que les gens ont compris tout un tas de choses sur les 10 dernières années. Et effectivement, au-delà du prix, quand on rencontre un propriétaire qui a un terrain foncier intéressant, le prix, ça restera toujours, ça sera toujours une des données principales. Mais ils vont s'intéresser à, ok, vous me proposez ça, mais faites voir un petit peu ce que vous avez comme projet. Oui. Alors, ça fait 2-3 ans qu'on s'intéresse à ça au niveau vraiment de la vente aux promoteurs. Donc j'ai pas non plus, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier, mais j'ai pas 20 ans de recul sur ce point précis. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me paraissent très éloignés du business de l'immobilier, qui nous parlent, il va faire quoi comme surface de plancher? Tu sens que les gars se sont renseignés. Ouais. Dire, d'accord, ils me proposent 2 millions, mais est-ce que c'est pas de la poudre aux yeux pour me bloquer le truc? Puis finalement, dans 6 mois, il va me dire que c'est 1,5 million. Et je pense que, effectivement, nous, c'est un réflexe qu'on a maintenant, quand on rencontre un promoteur et qui veut nous faire passer une proposition, c'est, ok, il y a l'argent,
mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et on essaie de savoir, mais vous avez rencontré les élus, vous avez un préaccord, comment ça se passe? Et on sent, on juge tout de suite. Il y a des gens comme toi qui vont vous dire, voilà, bah, je peux y aller parce que j'ai une bonne visibilité, je connais ce qu'attend monsieur Untel sur cette parcelle-là. Ou alors, attends, laisse-moi 10 jours, je vais me renseigner. Et souvent, tu reviens à un moment en disant, bah, non, je peux pas te donner ce que le propriétaire espère parce que il avait en tête qu'on allait faire 50 logements et on les fera pas. C'est ça. Mais je pense que c'est ça, et je suis ravi d'entendre ce discours-là. Bah, alors, petit aparté, là, c'est le message, effectivement, à tous les acteurs de l'immobilier, s'ils peuvent nous écouter, on n'est pas des vendeurs de rêves. Et c'est vrai que moi, ça m'agace aussi dans mon quotidien de devoir passer derrière et de dire, mais attendez, l'autre, il m'a dit tant. Ok, vous a dit tant, mais vous donnez un prix. C'est lui qui vous l'achète, cash, là, sans condition? Parce que s'il vous l'achète sans condition, c'est-à-dire il vous l'achète content, sans permis, sans rien, bah, libre à vous de le vendre. Très bien. Mais regardez la tartine de trucs qu'il vous a mis, qui n'est pas réalisable. C'est ça. Juste, il veut vous bloquer. Et moi, je suis ravi, et je fais ça souvent, un peu de pédagogie. Les propriétaires qui ont des propriétés sur ces communes-là, je suis très heureux quand ils s'intéressent à le monde de l'immobilier et qu'en face, ils me posent des questions, comme tu disais, le mètre carré de SP. Je pense que c'est bien pour juger, en tout cas, l'offre. Si on se fait pas accompagner par un agent immobilier ou un notaire ou des choses comme ça, moi, je suis ravi quand quelqu'un en face de moi essaie de comprendre comment je suis arrivé à ce montant-là. Si c'est juste du montant, bah, il va arriver à avoir des gens, dans notre métier, il y a des gens qui sont un petit peu plus coquins, comme je les appelle, qui vont faire rêver, et puis après, derrière, ça aboutira pas, ou alors ça va traîner, ou alors ça va renégocier. Bah, moi, je pâtis de cette image, parce que je m'appelle promoteur, mais on n'a pas tous les mêmes valeurs, comme toi, agent immobilier, on a à peu près les mêmes problématiques. Mais aujourd'hui, comme je disais, avoir un permis, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, si on s'embarque avec un acteur qui n'est pas dans ce système-là de relation avec les élus, ça n'aboutira de moins en moins. Ce qui est paradoxal, parce que le besoin en logement est quand même avéré. Oui. C'est là où tu te dis quand même, où est-ce que ça foire en fait dans tout le rouage, parce que on a besoin de logements clairement à l'échelle nationale. On est tous conscients que ça se durcit. Alors, allez savoir, là, c'est un appel du pied justement à ceux qui peut-être ont les réponses chez les élus. Est-ce qu'ils ont une pression de la population? Bon, parce qu'on entend souvent quand même aussi, tiens, encore un immeuble, encore ci, encore ça. Moi, ce que je réponds souvent à cette première idée très primaire, c'est de dire, on a tous un toit au-dessus de notre tête. Oui. À un moment donné, il y a quand même un promoteur ou un constructeur qui a construit l'endroit où vous vivez, madame ou monsieur. Donc, les promoteurs sont pas méchants. Les agents immobiliers sont pas méchants. À un moment donné, faut bien se loger, quoi. Ou c'est comme, ok, ma tomate coûte, votre tomate, si vous voulez pas lâcher 2 balles, faites-la pousser dans votre jardin, quoi. C'est clair. C'est toujours pareil. Et puis on fait pas du logement, faut faire du logement. Aujourd'hui, je trouve que ce qui est passionnant, moi je trouve que c'est ce que j'aime le plus là-dedans, c'est créer dans le bâtiment. Je prends un exemple, dans la ZAC Vetrotex, on fait un projet qui mêle logement, bureau, crèche, brasserie. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on essaie de faire vivre dans l'immeuble, dans le bâtiment. On crée un mini village où maintenant on va avoir des services, on va avoir l'avantage des gens. Là, il y a une crèche qui a été achetée par la commune de Chambéry. Juste en dessous des logements, c'est stop pour les résidents parce que du coup ils sortent de chez eux, ils posent le petit en bas et puis ils vont travailler. Est-ce que ça c'est pas justement finalement de revenir aux origines un petit peu de ce métier-là, qui est justement la fausse idée qu'on peut avoir, qui est de dire voilà pas forcément le méchant promoteur, mais le promoteur avide, il construit, il gagne de l'argent, alors que finalement le métier de la promotion ça en fait partie l'argent, mais c'est pas le cœur de fer. Le fer de lance, c'est plutôt, comme tu le dis, d'avoir la satisfaction de se dire j'ai fait évoluer ma ville, je lui donne un peu d'âme, je lui donne du confort supplémentaire, une espèce de logique, de bon sens. Je pense que... Et c'est ça, je trouve l'art de ce métier, c'est créer ces choses comme ça. Et par contre, pour pouvoir faire ça, on a des grosses contraintes. La première contrainte, c'est réglementaire, donc il faut évoluer rapidement le réglementaire. Après, malheureusement, c'est comme ça, c'est qu'il y a un bilan financier derrière qui tourne, parce que pour créer ce micro-crèche, ces bureaux et ces logements, il faut que ça fonctionne. Il y a aussi avoir du foncier, il y a de moins en moins de foncier, il faut que les communes arrivent à regrouper du foncier et à proposer aux promoteurs de s'exprimer. Enfin, pour faire notre métier comme on l'aime, il y a vraiment énormément de contraintes qu'aujourd'hui, qui sont de plus en plus compliquées à avoir. On l'a dit. Mais c'est dommage. Et c'est pour ça que des fois, on arrive à voir des choses complètement folles. On se dit, mais pourquoi c'est là? Parce que c'est une résultante de toutes les contraintes qui ont fait que il y a 50 logements qui ont poussé là et qui sont pas très jolis. Mais sauf que le règlement nous a contraints à faire ça. Le bilan financier nous a contraints à faire ça. Et c'est malheureux comme ça. Et c'est malheureusement, c'est ce qui reste dans la tête des gens quand on parle de promoteurs et de bâtiments et de hauteur.
Mais les 3/4 du temps, on fait des trucs qui sont super. Et puis n'oublions pas que, alors c'est très cliché ce que je vais dire, mais quand le bâtiment va, tout va. Et c'est vrai que l'inquiétude un petit peu montante au niveau national, elle est aussi en partie parce que là, le bâtiment a l'air d'en prendre un petit peu dans l'aile. Ils ont un petit peu des problèmes. C'est dû aussi aux augmentations des coûts. C'est pas forcément les matières, c'est aussi la main d'œuvre. Aujourd'hui, j'ai eu une conférence avec Patrick Pelletier, qui représentait la Fédération du bâtiment de Savoie, qui disait qu'il a plus de main d'œuvre. Donc plus de main d'œuvre, c'est-à-dire qu'on prend moins de chantiers. Donc pour prendre moins de chantiers, on fait monter les prix. Donc du coup ça. Et il me disait, on se mord la queue parce qu'en fait aujourd'hui sur le bassin, on a moins de main d'œuvre. On essaie de faire venir de la main d'œuvre, mais du coup on peut pas la loger parce que vous faites pas assez de logements. Donc on est dans cette problématique-là aussi à régler. On a besoin de faire du logement et je le redis, plus on fait de logement, plus on stabilise le prix du marché de la région. Ça c'est évident parce qu'aujourd'hui, par exemple, quelque chose qui a fait exploser les prix du bassin aixois, c'est cette rareté. Oui, finalement, bon, on a la chance d'avoir un territoire quand même attractif et sexy entre guillemets à tous les égards. Mais une des données fondamentales, c'est qu'effectivement l'offre est limitée. Donc vous cherchez la perle rare va vous coûter très cher en ce moment. C'est ça. Et malheureusement, c'est pas la volonté d'autre chose, quoi. C'est un effet de marché très basique, quoi. Vous avez 5 appartements qui se courent après, 3 jolies maisons, basta, quoi. Et on le comprend. Ça nous fait même nous de la peine. Même, je veux dire, on n'est pas non plus millionnaires, toi et moi. Donc se dire maintenant une belle maison ici, c'est entre 500 000 et 1 million, quoi. Ça devient. Il faut vraiment commencer à payer, à bien gagner sa vie pour pouvoir se l'acheter. Alors que on parle à nos prédécesseurs, etc. On se disait, voilà, la maison dans telle que t'habites toi, je l'ai payée, je sais pas, 600 000, alors qu'il y a 15 ans, elle valait 200, quoi. C'est ça. C'est vrai que c'est un peu un crève-cœur aussi pour plein de choses, parce qu'on n'a pas envie que ça devienne élitiste, forcément, que l'élite soit les seuls à pouvoir avoir une jolie maison, mais ça en prend un peu le chemin dans nos régions, du moins. Alors c'est une chance et une malchance quelque part, parce qu'on se dit, mince, c'est une région que j'adore, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie d'aller habiter, j'en citerai pas pour pas froisser ceux qui habiteraient dans cette région moins sympa, mais c'est un peu finalement ce constat-là. C'est ça. Pour synthétiser, moi, ce que je voulais te faire passer comme message à tous ceux qui nous écoutent, c'est que voilà, on a une année 23 qui a des grands challenges, des grandes contraintes, mais je pense qu'on a on a un petit peu énuméré là plein de façons de réagir face à ça. On trouvera les solutions. Je pense que les élus, je pense que c'est vraiment, alors c'est pas pour la taper dessus, mais c'est vraiment effectivement une communication qu'on doit avoir pour remettre tout ce beau monde d'accord et finalement définir une direction saine pour tout le monde. Et aujourd'hui, on vient pas là pour amener des logements. En fait, aujourd'hui, on amène des logements, des services. Enfin, c'est un projet qui fait. Puis c'est ça qui est beau dans ce métier de promotion immobilière, c'est qu'on crée pas forcément des logements, on crée des nouveaux lieux de vie, des services, et je pense que ça peut que embellir la commune quand c'est bien fait. Donc du coup, voilà, moi ce que je peux passer comme message, c'est que je vais prenez Imaprime, mais choisissez des acteurs, en tout cas dans chaque commune différente, locaux, qui ont cette emprise sur le terrain, qui ont cette relation, qui ont cette communication. C'est grâce à ça, je pense qu'on arrivera à créer des projets qui marcheront, en tout cas pour nous, qui seront plus faciles à sortir rapidement, et donc du coup à libérer du logement et à régulariser les prix du foncier et des logements qui explosent en ce moment. Alors sans faire non plus l'apologie d'Imaprime, c'est vraiment moi avec plaisir que j'ai plaisir à t'inviter, parce que justement j'ai confiance en cette entreprise qui a été qui a des valeurs réelles. Et quand je parle de ça, c'est souvent quand on envoie des dossiers, justement, quand on sollicite, etc., on voit qu'il y a déjà une bienveillance. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important. C'est pas ah ouais, super, il m'appelle pour un truc. Non, c'est vraiment la découverte d'un terrain, d'une histoire, de qu'est-ce que je peux éventuellement faire là-dessus, mais on sent que c'est bien fait. Et moi, c'est vraiment quelque chose pour moi qui m'importe. Donc voilà, on invite tout le monde à vous solliciter. Vous serez bien reçus, vous aurez une approche qualitative, une approche à la fois technique et humaine, une bonne addition de tout ce qu'il faut pour mener à bien un projet. Des propositions honnêtes, pas un vendeur de rêve débile qui va vous en mettre plein les yeux. Non, même au contraire, moi plein de fois tu m'as dit, écoute, je me retire. Enfin, j'entends d'ailleurs, tu te retires trop souvent, Mathieu. C'est pour pas faire perdre de temps à personne. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et de te proposer les choses. Donc on espère que vous avez retenu un petit peu. C'est que la promotion, c'est on va conclure sur cette introduction. En préparant l'émission, on s'est dit est-ce qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein? On vous laisse juger finalement. On va terminer comme ça.
il est à moitié vide. Alors maintenant, c'est dans les mains de plein de choses. Voilà, on peut le remplir à 100% ou le vider. Ça va dépendre de. Exactement. Et on a hâte de voir finalement. Bah écoute, on se revoit. Si je te propose invitation ouverte, elle est peut-être après l'été, à la rentrée, et puis on verra un peu le bilan de cette année. En tout cas, encore merci d'être venu, et puis avec plaisir pour se revoir donc prochainement. Et quant à nous, je vous laisse en musique, et puis d'ici maintenant 40-45 minutes en direct 18h30, Pierre-Luc pour sa célèbre émission maintenant un jour un lac, un entrepreneur, où alors j'ai pas le nom des invités, et je pense qu'il s'il m'écoute il m'excusera, mais sans nul doute des gens de qualité. Donc restez branchés, 18h30 en direct, et quant à nous on se retrouve d'ici 15 jours. À bientôt.